Avec le résultat de la dernière élection, il est devenu très clair que le mouvement souverainiste est dans un cul-de-sac. Ce déclin-là, il était annoncé depuis un bon moment, et puis ce qui a amené des intellectuels à réfléchir sur comment on est pu en arriver là. Il y en a plusieurs qui se sont exprimés, d'autres qui vont continuer, mais il y en a un qui est particulièrement intéressant parce qu'il a résumé sa réflexion dans une petite plaquette. Ici, c'est Yvan Lamonde, Un coin dans la mémoire. Et puis, lui, pour lui, son point de vue, c'est que d'abord, c'est un spécialiste de l'histoire des idées politiques du 18e siècle jusqu'à nos jours. Et donc, et puis, il y a peut-être une quarantaine d'années de métier. Alors donc, il a réussi à résumer ça très simplement. Alors pour lui, c'est le conservatisme qui nous retient puis qui pèse encore dans notre mémoire. Le coin en question, c'était la fameuse pièce de métal là, pointue qui fend la bûche en deux, là, et donc la mémoire. Et ce qu'il dit, c'est qu'il faudrait se débarrasser de l'apport du conservatisme dans notre mémoire pour se donner dans un libéralisme, là où on pourrait avoir un élan vers l'émancipation. L'émancipation, pour lui, naturellement, c'est la souveraineté. Alors donc, il y a deux courants dans notre histoire, c'est ce qui résume. Et puis le courant, le conservatisme, c'est un nationalisme de conservation, alors que du côté du libéralisme, on a un nationalisme politique, c'est-à-dire qui vise vraiment à faire sauter le cadre constitutionnel pour arriver à la souveraineté. Alors, dans la lignée du conservatisme, on a des penseurs qui appartiennent à l'Église, Lionel Groulx, etc., et puis jusqu'à Mathieu Bock-Côté, qui serait dans le conservatisme. Donc, M. Bock-Côté, vous nuisez à la souveraineté selon Yvan Lamonde, OK? Alors donc, de l'autre côté, on aurait, dans le libéralisme, les patriotes de 37 et jusqu'à le Parti québécois, les deux référendums. Alors donc, on voit les deux courants qui sont très bien résumés ici. Alors, et là, il dit, il faut absolument se débarrasser de la part du conservatisme qui reste dans notre culture, qui reste dans notre mémoire. Okay? Et puis, il arrive dans un autre moment, en dehors de la plaquette, je l'ai entendu dans une entrevue à Radio Ville-Marie avec Robert Comeau, et là, il dit ceux qui pensent que l'Église nous a sauvés, je leur offre un cours d'histoire 101. Alors donc, on comprend que l'Église est l'institution, le point d'ancrage du conservatisme dans notre histoire et qu'elle nous aurait retenu d'aller vers un élan décisif vers la souveraineté. Alors donc, son cours d'histoire 101, on comprend c'est quoi, on a cette histoire-là depuis les années 60, l'Église nous a trahis, l'Église nous a retenus jusqu'à la Révolution tranquille, etc. Donc, son code d'histoire 101, il est connu, il est répandu, c'est une lecture du politique qui est largement partagée par les souverainistes et qui était aussi, cette lecture-là, était aussi celle de Cité libre, de Trudeau, Pelletier, et tous ceux-là qui combattaient le Duplessis à une autre époque. Alors, moi, ce que je peux faire, c'est que je me sens un peu visé. Pourquoi? Parce que j'avais déjà publié un texte avec le titre « L'Église nous a-t-elle trahi ou sauvé ?» Et en sous-titre, « La géopolitique répond à cette question ». C'est ce qui était le sous-titre de mon texte sur vigile.québec. Donc, je vais échanger ce cours d'Histoire 101-là, que je connais
et puis contre un cours de géopolitique 101 pour savoir exactement c'est quoi la contribution de l'Église dans en tout cas, qui a contribué à ce que la nation se développe suffisamment pour que, à un moment donné, puisse apparaître un débat d'idées sur la souveraineté. Parce que ça n'apparaît pas sans qu'il y ait eu un parcours historique, puis une construction de quelque chose, qui est la nation, qui est un État. Et donc, la géopolitique, c'est important parce que ceux qui connaissent Maurice Séguin connaissent les normes de Maurice Séguin. Alors donc, les normes de la géopolitique, c'est que la géopolitique fait de l'État l'objet premier de son étude. Et puis, comme on veut changer, parce que la souveraineté, c'est rien d'autre que changer le statut d'un État, OK? À ce moment-là, la géopolitique devient incontournable. Alors, c'est la géopolitique qui va me servir de grille de lecture pour démontrer que, effectivement, l'institution de l'Église dans notre histoire, loin de nous tenir dans l'immobilisme, a créé le potentiel. On est dans le conservatisme. Le conservatisme, donc, aurait créé le potentiel pour que la souveraineté soit possible. Et c'est dans le libéralisme que ce potentiel-là a été gaspillé. Avec la Révolution tranquille, on a balancé l'Église. Il y a eu, à ce moment-là, une petite publication que personne n'a retenue, mais qui s'intitule L'Église de 1608 à 1970. C'était pour faire le bilan de la contribution de l'Église à notre histoire au moment où on venait de la larguer, de la déliter. OK? Alors donc, le rôle de l'Église, ça commence avec Champlain, avec l'arrivée des Récollets qu'on a ici, là. Et puis, ça va se poursuivre. Ils vont avoir un rôle, un lien organique à la monarchie, l'Alliance du trône et de l'autel. Puis, ils vont participer activement au peuplement et à la mise en valeur du territoire, avec eux autres motivés par une question, un motif religieux, mais quand même, cette participation-là, elle est réelle. Et puis, arrive 1760, et là, ils se retrouvent dans une situation qui est près du tragique, parce que les Anglais veulent se débarrasser du rôle de l'Église parce que, bon, c'est le papisme, et puis eux autres, c'est des protestants, on comprend. Et là, ils vont faire tout pour survivre. Et c'est là qu'il y a la compromission, le compromis avec le pouvoir anglais pour pouvoir se maintenir. Et puis donc, là, ça va progresser. Et puis là, où ce que je voudrais commencer l'analyse, c'est suite aux troubles de 1837, et à l'Acte d'Union. Alors, au moment où Lord Durham publie son rapport, et là, il devient clair pour l'Église que ce qui est visé, c'est l'assimilation des Français à la culture protestante. Alors, donc, là, c'est à ce moment-là que l'Église devient nationale et patriotique. Carrément, clairement, c'est comme ça qu'il s'exprime. Et puis là, ils sont dans un défi parce que, à ce moment-là, les Français sont quelque part entre 70 et 75 % de la population et que, pour eux, le défi, c'est un défi qui est démographique, c'est-à-dire peupler et aussi mettre en valeur le territoire, qui sont les deux missions premières pour faire apparaître un État d'un point de vue géopolitique. Alors, c'est ce qu'ils vont faire, OK? Alors, on a la revanche des berceaux, hein? En 1840, autour, nous, on est... en 1844, plus précisément, les francophones sont 700 000, et en 1901, on est 1 600 000. Alors là, on voit que le défi démographique a été relevé. Au prix de sacrifices, on le comprend. Mais
sans avoir relevé ce défi-là, la suite des choses, là, on ne serait pas en train de faire un débat avec M. Lamonde sur la souveraineté, là. On s'entend. Alors donc, la démographie, c'est une ligne portante du phénomène politique. Et ça, c'est Fernand Braudel qui nous le dit, l'historien du temps long. Et c'est le destin, c'est Auguste Comte. OK? C'est là. Eux autres, ils ont compris que ça se jouait là et sur la mise en valeur du territoire. Alors donc, l'occupation du territoire, cette mission-là, ça a été rempli aussi par l'Église, c'est les missionnaires colonisateurs, une œuvre patriotique. Eux autres, ils sont partis en direction de le Témiscamingue, l'Abitibi, le lac Saint-Jean, la Gaspésie, etc. Et là, ils ont mis en valeur le territoire. OK. Et on peut, pour illustrer cette période-là de mise en valeur du territoire, faire référence au fameux curé Labelle. Le curé Labelle, lui, qui a été sous-ministre de la colonisation, c'est assez incroyable, hein? C'est un sous-ministre de la colonisation. C'est lui qui portait la colonisation. Puis lui, il disait, il faut occuper la terre avant les protestants. Puis il disait, si les Anglais s'en plaignent, laissez-les japper. Ça résume toute sa pensée. On voit que eux, ils étaient dans le cadre d'une stratégie géopolitique. Il y a un Anglais qui a jappé. Parce que il y a un épisode qui concerne les cantons de l'Est où là, c'était assez critique parce que suite à la défaite des royalistes dans la guerre d'indépendance américaine, il y en a un bon nombre, 5 à 8 000, qui ont reflué principalement sur les cantons de l'Est. Et là, en 1800, ça nous est rapporté dans un livre, The Tragedy of Quebec de Robert Sellard, publié en 1907. Alors lui, ce qu'il dit, c'est... c'est lui qui jappe, là. OK? Il dit... C'est tragique. Pour lui, c'est tragique. Parce que en 1867, les protestants, donc les Anglais, sont 56 000 et, dans les cantons de l'Est, et les catholiques sont 25 000. Donc, il y a 2 fois plus d'Anglais que de Français, là, à ce moment-là. Et il dit, en 1911, les protestants sont demeurés au même nombre, 57 000, puis les catholiques sont passés à 174 000. Alors donc, au lieu d'être minoritaires, ils deviennent en nombre 3 fois et demi plus nombreux que les Anglais. Ça s'est fait avec le ravage des berceaux et puis des stratégies. Et là, il va dire c'est quoi des stratégies. Il va dire ce qu'ils ont utilisé comme stratégie, c'est le système des paroisses puis des écoles catholiques séparées. C'est ça qui a joué pour qu'on arrive à reprendre le territoire. Et il va conclure ici dans son livre. Ça, c'est un livre qui est en partant, là, j'aimerais vous dire, c'est un livre qui est disponible en ligne, qui est gratis. OK? The Tragedy of Quebec. Et puis, à page 196, il va conclure, il dit, moi, je vais vous le dire en anglais, The possession of the soil means sovereignty. La possession du sol veut dire la souveraineté. C'est de la géopolitique. Hein? Là, on est en géopolitique, là, hein? C'est assez clair. Hein? Lionel Groulx va conclure sur cet épisode. Il écrit « Contre une formidable force d'assimilation, d'avoir continué notre développement, allant de l'avant, marquant nos conquêtes du sol par le signe de nos clochers, retenant dans l'alliage nos qualités françaises et chrétiennes. » Tu sais, ils s'entendent assez bien, là, hein? Les deux. C'est ça. C'est exactement ça. Donc, de 1840 à 1901,
le pourcentage de francophones va passer de 70-75% à 80%. Et avec le trop-plein de francophones dans les régions qui vont venir vers Montréal, la ville de Montréal va passer de 1910 d'anglaise à 1920 à française. En 10 ans. OK? Les conquêtes du territoire, qui se sont dans le nord, au lac Saint-Jean, l'Abitibi, etc., vont faire en sorte que le Québec va acquérir en 1898 la loi concernant la délimitation des frontières du nord-ouest, nord et du nord-est de la province de Québec. En 1998, ça, c'est l'Abitibi et le nord. Et en 1912, la loi de 1912, c'est à l'effet d'étendre les frontières de la province de Québec à l'Ungava. Donc, c'est 2 tiers du territoire du Québec qui vont être acquis. OK? C'est récemment, ça, là. On parle de assez récemment. Ils vont être acquis grâce à l'effort des missions colonisatrices de l'Église. Ça devient assez clair que l'Église a été l'armature de l'État et qu'elle commence à avoir des ambitions. Et c'est au sein de l'Église que va apparaître un personnage, Lionel Groulx, qui, lui, va entrevoir qu'on se dirige vers un État. Et donc, en 1937, au Palais Montcalm, il va faire un grand discours. Il y a 5000 personnes, radiodiffusées à travers la province. Et là, il y avait devant lui le gouverneur général. Et là, il lui a dit, face à face, « Notre État français, nous le voulons, nous l'aurons. » Maintenant, pour revenir à Yvan Lamonde, lui, il nous dit, oui, mais c'était un État dans la Confédération. Il faut comprendre que ces gens-là avancent, OK, accumulent le potentiel, mais ils sont pas... Ils ont les gros compris très bien qu'on n'était pas en position de dire « Vive l'indépendance » sur le balcon de l'Hôtel de Ville. Là, OK? On n'était pas rendu là. OK? Celui qui va prendre la suite, c'est... Parce que Lionel Groulx, dans son plan, c'est un architecte de l'État du Québec. Lui, il va dire, ça va prendre du temps. Il parlait de 50 ans. Okay? Il dit, d'abord, ça nous prend des élites économiques. Ensuite, tout de suite, il dit, il faut que les partis ici, les partis politiques du Québec, ne soient pas des partis succursales d'Ottawa. Et là, il va faire apparaître l'Action libérale nationale qui va finalement être avalée par le Parti conservateur du Québec, mais qui va changer de nom puis qui va devenir un parti autonomiste, l'Union nationale de Maurice Duplessis. Okay? Dans ses propositions, il était avec Lionel Groulx, il était avec le docteur Hamel sur la nationalisation de l'hydroélectricité. Il disait, il faut être maître chez nous. Il faut être maître chez nous. C'est Groulx, ça. C'est Groulx qui dit ça. Groulx, il y a tout ce qu'on va voir apparaître en 1960 à Révolution tranquille, c'est Groulx. OK? Alors donc, Maurice Duplessis va prendre le pouvoir de 1944 à 1959-60. OK? Et donc, il va être dans le projet de l'autonomisme. Ici, dans ce livre-là, OK? Superbe. C'est un collectif, différents éclairages sur Duplessis, mais on comprend très bien que Maurice Duplessis va se battre. C'est un animal politique. Il va se battre pour l'autonomie. Il y a 2 choses qu'il va faire, entre autres, c'est récupérer l'impôt du fédéral, une partie de l'impôt de Louis Saint-Laurent. Et ici, dans ce livre-là, on conclut
il ne savait pas quelle portée allait avoir cette victoire-là, d'avoir arraché un morceau de l'impôt du fédéral. Rappelons que l'impôt, les impôts directs, la taxation directe appartenaient aux provinces, mais pendant le temps de la guerre, pour faire l'effort de guerre, Ottawa convainc les provinces de leur céder ces pouvoirs-là, pour les remettre après. Mais c'est pas ça qu'ils ont fait. Alors donc, là, Maurice Duplessis se bat pour récupérer ça. OK? Alors donc, il réussit à en ramasser un morceau, et si sur conclusion, on dit « Pour l'instant, personne ne mesure les répercussions futures de cette grande victoire autonomiste. Ce sera après 1960 que le gouvernement Lesage utilisera ce levier financier pour réaliser les grandes réformes qui feront entrer le Québec dans la modernité. » Tu vois le lien, OK? Il y en a qui voient des ruptures, puis mais c'est le potentiel qui est créé jusqu'à 1960. Et là, l'État promis par Groulx va être livré par Duplessis, et Jean Lesage va tout simplement le découvrir. On réfère souvent, Jean Lesage, c'est l'hydroélectricité, nationalisation et puis c'est une compagnie qui avait été créée par un libéral en 1944, mais il a créé une compagnie sur papier et il a perdu le pouvoir presque immédiatement après. Et donc, en 1960, on apprend ça, j'ai été très étonné, c'est que Hydro-Québec, la valeur des actifs d'Hydro-Québec en 1960, avant que Lesage nationalise l'hydroélectricité, Hydro-Québec est évalué à 1 milliard de 1960. OK? Et parlant de mise en valeur du territoire, 1 milliard d'actifs, ce qui s'est projeté sur les régions avec un élément de la stratégie de Duplessis qui était de peupler les régions. On comprend? On est dans la continuité. On est dans le conservatisme. Alors, quand on nous dit le conservatisme nous a retenus dans l'immobilisme, non, le conservatisme a créé le potentiel. Okay? Alors donc, quand Jean Lesage dit il ne réfère plus du tout à la province de Québec, Jean Lesage, c'est la fameuse référence à l'État du Québec. Okay? L'État du Québec, il ne l'a pas fait apparaître sur un bout de papier dans un programme électoral. Là. L'État est une somme d'investissement qui porte sur des siècles. Et donc, lui, il se découvre des leviers de puissance parce qu'un État agit avec envergure. Alors donc, la caisse de dépôt, c'est une caisse publique. Elle est exactement dans la logique du conservatisme, c'est-à-dire on garde nos instruments collectifs. Il faut comprendre que le modèle québécois qui apparaît, qu'on nous dit en 1960, en fait, est le produit du conservatisme. Il est plus précisément le produit de la doctrine sociale de l'Église du 19e siècle, qui a été appliquée ici avec un succès comme nulle part ailleurs. Toutes les coopératives, parce que la doctrine sociale de l'Église, c'était à une époque où il y avait le capitalisme sauvage, OK? Les enfants qui travaillaient dans les usines à la fin du 19e, et puis tu avais le communisme qui montait pour contrer ça, puis c'était les deux matérialistes, et donc la doctrine sociale de l'Église a dit, il faut, nous, être présents pour dire, voici le modèle qui devrait être adopté, et c'est un modèle centré sur le bien commun et la solidarité. Et donc, les coopératives viennent de là. OK? Il faut savoir que Desjardins, qui est une institution financière et qui gère la moitié des transactions d'institutions financières au Québec, c'est le produit de la doctrine sociale de l'Église. Okay? La caisse de dépôt, une caisse publique plutôt qu'une caisse privée avec des fonds gérés par Toronto, c'est notre levier, ça aussi. Et puis, dans la stratégie de Maurice Duplessis sur le développement de l'hydroélectricité, c'était beaucoup basé sur des coopératives aussi, coopératives agricoles, etc. On comprend, c'est là qu'est le modèle québécois. Et en 1960, on passe
d'un nationaliste culturel à un nationaliste étatique, selon l'expression de Gérard Bergeron. Il a écrit ça dans l'État du Québec en devenir. Alors donc, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout simplement nationalisé des fonctions du modèle québécois pour que l'État prenne la suite. Donc, la nation a sorti de l'Église qui était l'armature de l'État pour aller s'investir dans un État séculier. C'est ça la Révolution tranquille. Alors donc, on était là dans l'édification d'un État. On se souvient de la doctrine Gérin-Lajoie. À ce moment-là, le Québec décide de projeter ses compétences à l'international. C'est pas rien, tu comprends? Ils n'ont pas négocié ça avec personne, là. Surtout pas avec Ottawa. Ils ont juste décidé que, regarde, notre État, c'est ça l'édification de l'État. Donc, on s'arrête là, parce que là, on va arriver à une conclusion, à savoir la suite, le mouvement souverainiste qui prend la suite. Et puis là, on peut dire une chose très simple, c'est que là, le mouvement souverainiste qui baigne dans le libéralisme, dans l'idéalisme, pour eux, la souveraineté, c'était pas une affaire d'État, c'était comme un souhait. Donc, ils ont abandonné l'édification de l'État pour partir en quête d'un pays qui était fantasmé et en postulant, en présumant que le Canada, c'est un État démocratique idéal et que là, il suffisait que le peuple québécois exprime son souhait démocratiquement pour que ça se réalise. Tout ça, c'est de la pensée magique et ça ressemble étrangement aux 92 résolutions des Patriotes. Pour revenir à Yvan Lamonde, un coin dans la mémoire, lui, les deux moments où il y a des mouvements d'émancipation, donc dans le libéralisme, c'est en 1837 avec les Patriotes, la République du Québec qui était proposée. Et après ça, c'est grosso modo le Parti québécois qui s'en va vers la souveraineté avec les référendums. Okay? Donc, et là, pour revenir aux Patriotes de 1837, on comprend qu'ils avaient envoyé leurs 92 résolutions à la bienveillance de la couronne britannique, puis ça a été une fin de non-recevoir, et que donc là, ça s'est gâté, il y a une dynamique politique qui a dérapé, et puis ça a amené à de la violence, et puis le rapport de force n'était pas là pour les Patriotes. Mais dans cette dynamique-là, en février 1838, Nelson va produire une déclaration d'indépendance. Une déclaration d'indépendance. Et puis, comment ça se fait qu'on n'est pas indépendant? Tout simplement parce qu'il ne suffit pas de faire une déclaration d'indépendance. Il faut aussi rendre cette déclaration-là, cette décision-là effective sur le territoire. Et comme je le disais, le rapport de force n'était pas favorable pour rendre effectif une déclaration d'indépendance. Mais par contre, on apprend beaucoup dans cette déclaration-là, qui contient 18 articles. Et puis, concernant la réaction de l'Église à ce mouvement-là, et on a beaucoup reproché à l'Église de ne pas avoir été du côté des Patriotes, quoique il y a certains curés de paroisse qui étaient sympathiques à la cause, là, mais dans le fond, sur le fond, on peut comprendre parce que à l'article 4 de cette déclaration-là, que toute union entre l'Église et l'État est déclarée abolie. Alors donc, l'Église n'allait plus jouer aucun rôle. Non seulement ça, mais à l'article 17, que toutes les terres et les réserves du clergé et celles qui sont normalement en possession d'une certaine compagnie redeviennent de plein droit la propriété de l'État. Donc,
tout ce qui appartenait au clergé était saisi et était versé dans le fonds de l'État. Donc, l'Église savait exactement ça. Tout ça est inspiré de la doctrine politique des Lumières qui a mené à la Révolution française et qui a mené à des préjudices extrêmement graves pour l'Église. Et donc, l'Église baigne là-dedans, là, OK? Alors donc, on comprend cette réaction-là, là. Mais plus grave encore, parce que pour la suite de l'histoire, concernant l'existence d'une nation française en Amérique, OK? À l'article 18, OK? Qu'on se servira des langues françaises et anglaises dans toute matière publique. Le Québec indépendant républicain était un Québec bilingue, avec peu d'églises qui jouaient un rôle gardienne de la foi et de la langue. Pour la suite de l'histoire d'une nation française en Amérique, c'était problématique. Et on a juste à regarder le drapeau qui était leur symbole, puis ce drapeau-là, on a le vert, le rouge, puis le blanc. Le vert pour les Irlandais, le rouge pour les Anglais, puis entre les deux, les Français. On est en sandwich. Okay? Donc, on comprend qu'il y a des réticences à s'engager dans un tel projet de même. Maintenant, les troupes de 37 vont mener à l'acte d'union de 1840 au rapport Durham. Et là, le rapport Durham, c'est la négation d'une nation. C'est-à-dire, on n'a pas de culture, on n'a pas d'histoire, on n'a rien. On est une non-entité politique. C'est ça le résultat d'un match politique joué dans le cadre du libéralisme par des idéalistes. Et là, on s'en va avec l'autre exemple que donne Yvan Lalonde, à Lamonde, c'est le mouvement souverainiste contemporain porté par le Parti québécois et les référendums. Alors donc, là encore, on a des idéalistes qui mènent la stratégie. Là, ils sont déconnectés de ce que c'est vraiment un match politique de cette nature-là. Et ils sont déconnectés de l'État, ils sont partis, je le disais un peu avant, vers un pays fantasmé et qu'on obtient parce qu'on a exprimé un choix démocratique et puis que devant nous, on a des démocrates, une démocratie idéale, le Canada, ce qui s'est révélé faux. OK? Alors donc, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont s'en aller au référendum de 80 en sachant qu'ils le perdaient et ça va mener au référendum de 82. Alors, le référendum de 82, c'est-à-dire, excuse-moi, la Constitution de 82 qui résulte du référendum de 80, excusez-moi, c'est encore là la négation d'une nation. C'est-à-dire que le Canada devient, sa doctrine d'État, c'est le multiculturalisme. Donc, nous, comme nation fondatrice, on n'existe pas. C'est la négation. Alors donc, on a les deux statuts, OK, qui ont pour objectif l'assimilation de notre nation. Alors donc, ces deux événements-là, ceux qui menaient cette lutte-là, ils n'étaient pas dans une lutte existentielle pour une nation française en Amérique. Là. Ils étaient plus ou moins pour un projet de société, de part et d'autre. Là. Okay? Alors donc, ces deux statuts-là, ils visent le même objectif, notre assimilation. Et on est pris là-dedans. On revient au 1er octobre. Ce qui se passe, c'est que la nation historique, parce que l'élection de la CAQ, on le voit, là, la carte, là, c'est la nation historique qui s'est exprimée, là, a repris le contrôle de l'ordre du jour politique, de l'agenda politique, pour ramener le défi existentiel de la nation dans le champ du réel. Là. OK? Alors donc, le parti qui est au pouvoir, la CAQ, c'est un parti qu'on peut dire autonomiste. OK? Autonomiste, et puis sur la culture,
sont très déterminés. On sent qu'ils ont un centre de gravité sur la question de l'identité, donc la nation française en Amérique. D'ailleurs, son discours inaugural commençait par un rappel à l'histoire. Mais pas l'histoire du multiculturalisme dans notre histoire. C'était l'histoire d'une nation française en Amérique. Juste un exemple qui pourrait démontrer que François Legault, le premier ministre, est dans un esprit du conservatisme, c'est sa position sur le crucifix. On comprend que le crucifix, c'est comme un peu le passage du témoin. Je disais, l'Église qui nous a porté armature de l'État, puis on transfère ça à un État séculier, puis ça, c'est présent-là, c'est comme un passage du témoin. Et lui, sa position, quand on est venu à remettre en question la présence du crucifix à l'Assemblée nationale, il a dit, il n'y en est pas question. Alors, on comprend son lien. Il n'y avait pas de débat politique, là, savoir on est laïque, oui, je vais y penser, ou on va faire un comité là-dessus. Ça a été direct, il a dit non, il n'y en est pas question. Alors, donc, on voit que la part du conservatisme dans notre mémoire est difficile à enlever, juste pour savoir quelle force qui retient ce crucifix-là au mur de l'Assemblée nationale. À part Québec solidaire, personne ne pense vraiment à aller l'arracher, là. OK? Alors donc, on voit que lui, c'est un réflexe qu'il a eu, qui illustre qu'il y a quand même une part de conservatisme dans sa doctrine politique à lui, François Legault. Donc, on en est là. Et il est sur le... peu importe c'est quoi leur intention, là, dans les faits, leur politique nous ramène à retour à l'autonomie. L'autonomiste qui avait été développé et ce que... et là, pour la prochaine vidéo, là, c'est que l'autonomie, pour Daniel Johnson, père, dans sa petite plaquette Égalité ou indépendance, il résume ça, il dit « C'est l'autonomie qui nous a amené le droit à l'autodétermination, qui nous ouvre la porte vers l'indépendance. » Alors, on revient à l'autonomie pour bâtir, édifier un État pour en arriver à pouvoir être dans une dynamique de rupture, dans la réalité et non pas dans l'idéalisme. Alors donc, pour conclure simplement, là, OK, le conservatisme dans notre histoire a, ce que je disais, produit le potentiel, et je viens de le démontrer, le libéralisme, 1837, 980, 95, a gaspillé ce potentiel-là. Alors, c'est exactement le contraire de ce que peut penser M. Yvan Lamont.